Voilà, je te propose donc dans cette séquence de terminer l'illustration que je t'avais proposée dans la séquence précédente, dans laquelle j'ai donc introduit la notion mathématique de gradient. Rappelle-toi, je t'avais proposé de résoudre la problématique suivante, avec quelle direction, dans quelle direction il faut ici tirer sur ce rectangle pour en augmenter de façon optimale la surface. Alors, dans la séquence précédente, on a répondu à cette question, mais seulement d'un point de vue théorique. On a vu qu'effectivement, la direction à prendre ici pour augmenter de façon optimale la surface, eh bien, c'est la direction du vecteur gradient lui-même. Mais voilà, je n'étais pas allé jusqu'au bout du calcul. Ici, ce que je vais te proposer de faire, c'est de calculer l'angle avec lequel il faut tirer. Et on verra que cet angle va dépendre des paramètres de ce rectangle. C'est un problème précis. Et voilà, c'est important d'aller jusqu'au bout de ce calcul pour te montrer que le gradient est effectivement un outil mathématique bien concret qui permet de résoudre des problématiques concrètes, comme ce petit problème ici d'optimisation. Donc voilà, avant de faire le calcul précis, je vais quand même faire un rappel de ce qu'on a vu dans la séquence introductive. Je crois que c'est important de le faire parce que les notations et les concepts qu'on a rencontrés sont malgré tout assez élaborés, sont assez abstraits. Donc je pense que c'est pas mal de revenir sur tout le cheminement qui nous a mené donc à la notion de gradient. Alors voilà, comment est-ce qu'on a fait pour aborder cette problématique? On a formalisé les choses en introduisant un système d'axes cartésiens qui nous a permis d'exprimer la surface de ce rectangle comme une fonction de deux variables, la largeur x fois la hauteur y, c'est donc bien le produit xy que j'ai là. On a aussi introduit le formalisme différentiel en remplaçant ici le déplacement de longueur finie par un déplacement de longueur infinitésimale. Alors je vais reprendre ici la représentation graphique de la fonction. Je vais donc reprendre le graphe de la fonction, mais zoomer de très près, de manière à ce qu'il apparaisse tout à fait plan. On a notre petit skieur ici, qui nous rappelle la perspective avec laquelle on regarde cette surface, elle est bien vue du haut. Et ce petit skieur est là aussi pour illustrer l'analogie qu'on utilise très souvent avec le gradient, qui est l'analogie à la surface d'une montagne. Dans cette analogie, le f de xy ici représente simplement la hauteur qui va être différente ici en différents points. X et y ici peuvent être vus comme les longitudes, latitudes avec lesquelles on se localise, la surface de la Terre. Et ici on a l'altitude, donc dans ce cas-là, f de xy est une altitude. Mais voilà, donc on utilisera souvent cette analogie, comme on l'a déjà fait dans la séquence introductive. C'est normal, on va parler de pente, on va parler de monter, de descendre. C'est tout à fait logique de se référer à cette situation qu'on peut bien sûr appréhender très facilement dans la vie de tous les jours. Voilà, donc commençons notre problème. Qu'est-ce qui nous a mené au gradient? C'est tout simplement l'étude de cette fonction de deux variables. Voilà, si je prends un point de coordonnées x, y, j'aurai une certaine valeur pour la fonction. C'est la fonction dont f de xy. Si je change maintenant, si je modifie les valeurs de x et de y, en effectuant donc un déplacement de longueur dl dans une certaine direction, forcément, la fonction aura changé, elle aura été modifiée d'une certaine valeur qu'on appelle ici la différentielle. df, c'est la différentielle de f associée bien sûr au déplacement. df ici est indissociable du déplacement, il faut bien comprendre ça. Et ce déplacement, il est caractérisé bien sûr par une certaine longueur, mais aussi une certaine orientation. Alors voilà, si j'ai un déplacement donné, j'ai affaire ici à une certaine pente. Plus la pente est grande, plus le df est grand. Et donc pour calculer ce df, on va souvent se référer à cette notion de pente. On a ici un problème de pente que je symbolise de nouveau ici avec cet observateur qui regarde bien les choses de face. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une pente qui ici est bien définie sur le plan mathématique. On sait que la pente en mathématiques, c'est la tangente de l'angle qui apparaît là. Et la tangente de l'angle, c'est bien le rapport de df sur dl. On sait bien que la tangente de l'angle, qui est donc la pente fois la distance sur laquelle elle est considérée ici, va donner l'accroissement de la fonction qui possède cette pente. Voilà, donc on appelle ça la dérivée directionnelle. Pourquoi dérivée? Parce que ça fait bien sûr penser à la notion de dérivée première d'une fonction d'une variable, f de x,
La fonction, la dérivée première, représente aussi bien sûr la pente de la fonction, exactement comme dans le contexte ici, où on parlera de dérivée directionnelle. Pourquoi pas dérivée? Parce qu'on ne peut pas confondre avec une dérivée. L ici n'est plus une variable de la fonction, n'est plus la variable de la fonction. Ok, dl ici, c'est le déplacement qui peut avoir différentes directions, et c'est pourquoi on appelle ça dérivée directionnelle. La valeur de cette dérivée directionnelle va dépendre de la direction du déplacement. C'est pourquoi on va représenter ce déplacement comme un vecteur et pas non simplement comme une certaine longueur, comme un simple segment de droite. Voilà, ce vecteur dl, je vais maintenant le décomposer à l'aide de ses composantes ici. Voilà, c'est bien dx 1x plus dy 1y. Et c'est ça qui nous a mené à la notion de gradient. Pourquoi? Eh bien, parce que plutôt que de calculer df ici en passant par la pente qui est là, on a décidé de franchir ici le déplacement dl en deux étapes. On se déplace d'abord parallèlement à l'axe x en laissant y parfaitement constant. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va franchir, on va arriver ici. La fonction va donc être modifiée, mais elle va être modifiée selon donc une certaine grandeur qui est calculable. Pourquoi? Parce que ici, je franchis une pente qui est calculable puisque je ne fais que varier en x, y reste constant. Et donc la pente va être donnée tout simplement par la dérivée partielle par rapport à x. Partielle dans le sens où y est considéré comme une constante, il n'y a que x qui varie, comme on le voit ici. Si y est une constante, c'est un simple paramètre, la fonction devient une simple fonction d'une variable et tu peux lui appliquer les règles de calcul des dérivées comme tu l'as toujours fait. Cette dérivée première ici, elle est toujours calculable dès que tu connais la fonction f de xy. Donc on a accès à cette pente df sur dx est ici parcourue sur une certaine distance dx, et donc je peux connaître ici ce qu'on va appeler la différentielle partielle en x de la fonction, voilà, qui sera tout simplement donnée donc par la pente df sur dx fois dx, c'est ce que j'écris ici. La pente en x, la tangente de l'angle ici, fois ce qui est ici dx, va tout simplement donner l'accroissement en x de la fonction. Bien sûr, ceci n'est qu'une portion de la différentielle totale. Je vais bien sûr compléter ici les choses en prenant le déplacement, cette fois-ci le long de dy, y. En faisant ça, je vais me déplacer avec une certaine pente, qui est df sur dy bien sûr, par analogie à ce qu'on vient de faire ici. Je ne varie plus du tout en x, il n'y a plus que y maintenant qui varie. C'est donc bien la pente en y que je calcule. La pente en y est ici, qu'est-ce que je dirais, elle concerne un déplacement de longueur dy, et donc l'accroissement que j'ai ici, qui est la différentielle partielle en y de la fonction, eh bien ce sera tout simplement df sur dy fois dy, et je rajoute donc cette deuxième contribution, dfy, pour obtenir la différentielle totale. Et c'est ici qu'on a introduit la notion de gradient. On a introduit la notion de gradient que voici. Le gradient est tout simplement le vecteur dont les composantes sont données par les dérivées partielles de la fonction. Dérivée partielle en x pour la composante en x et en y pour la composante en y. C'est tout simple. C'est un vecteur qu'on peut calculer toujours, puisque ces dérivées sont calculables. Dès qu'on a la fonction, je peux calculer ce vecteur en tout point, notamment au point ici xy auquel je m'intéresse. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a introduit ce vecteur gradient? Tout simplement parce que l'expression qui est ici peut être vue comme le produit scalaire de ces deux vecteurs. On sait bien que le produit scalaire de deux vecteurs est donné par la somme des produits des composantes homologues, df sur dx fois dx, plus df sur dy fois dy. C'est précisément ce qui est écrit ici, et je peux donc mettre ici le produit scalaire du gradient avec dl. Produit scalaire du gradient avec dl. Voilà. Et ceci, j'aimerais bien qu'on s'y arrête ici quelques secondes. C'est vraiment l'essentiel. Pour maîtriser la notion de gradient, il faut comprendre cette notation. La différentielle d'une fonction de deux variables est donnée par le produit scalaire de son gradient avec le vecteur dl. Alors, n'oublie pas que la différentielle, elle est associée à ce vecteur dl. Le vecteur dl, il représente les variations en x et en y. C'est une fonction de deux variables, donc en toute généralité, x et y peuvent varier. Le dl ici représente une variation de x
et une variation de y. Ces deux variations combinées donnent une variation df de la fonction. C'est bien ça que ça veut dire. La variation de la fonction due aux modifications de x et de y qui sont cachées dans dl ici, eh bien, est donnée tout simplement par la pente en x fois dx plus la pente en y fois dy, ce qui s'écrit simplement comme un produit scalaire. Et ce produit scalaire, il est important parce qu'il va donner au gradient la valeur de véritable outil mathématique pour investiguer la fonction f. Et ça, on va le voir au travers de la notion de dérivée directionnelle. Il me suffit effectivement de diviser par dl, l'expression qui est ici, pour obtenir la dérivée directionnelle, c'est-à-dire la pente de la fonction en fonction de la direction du déplacement dl. Voilà, si je divise par dl à gauche et à droite, forcément le dl vecteur est divisé par son module, ça donne bien sûr le vecteur unitaire dans la direction du déplacement. C'est le vecteur que je vais représenter donc ici. Voilà, et à partir de là, on a affaire à une expression très simple qui implique le gradient et qui va me permettre d'investiguer les variations de la fonction f sous forme de pente en fonction de la direction que je vais choisir pour le déplacement du point ici, pour les variations en x et en y, eh bien je vais avoir des pentes différentes et le résultat est donné par ceci. Et le produit scalaire, il est pratique, parce qu'on sait bien ce que c'est qu'un produit scalaire. C'est pas difficile à calculer, c'est très facile à interpréter géométriquement. Je mets pour ça l'interprétation géométrique ici du scalaire. On sait que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit du module de ces deux vecteurs multiplié par le cosinus de l'angle entre eux. Le module de 1, c'est 1, j'ai plus besoin de l'écrire. Le module du gradient, c'est le module du gradient. Et il reste donc juste module du gradient fois le cosinus de l'angle qui est entre eux. Et ceci représente tout simplement la projection du gradient dans la direction du déplacement dl. Voilà, c'est ceci, c'est le segment rouge qui est ici, qui apparaît donc comme étant la mesure de la pente de la fonction. C'est juste la projection du gradient dans la direction du déplacement. Alors voilà, ceci dans l'introduction, ça nous a déjà permis de constater que la plus grande variation, on va forcément l'obtenir, la plus grande pente, la plus grande dérivée directionnelle, je vais l'obtenir quand le déplacement se fait parallèlement au gradient. Si en un point donné, je me déplace parallèlement au gradient, eh bien je vais franchir la pente la plus grande. Ça se voit tout de suite puisque quand θ va tendre vers 0 ici, le cosinus va tendre vers 1. Et donc j'aurai ici la valeur maximale du cosinus. Je ne pourrai pas avoir plus grand comme pente, comme dérivée directionnelle. Et donc j'ai résolu le problème comme ça en disant que si je me déplace avec mon petit vecteur déplacement ici parallèlement au gradient, eh bien j'aurai une variation optimale de ma fonction. Si cette fonction représente bien la surface d'un rectangle, eh bien j'aurai trouvé la manière d'augmenter cette surface de façon optimale. Ok, donc voilà, c'est à ça qu'on était arrivé dans l'introduction de la notion de gradient. Je vais maintenant continuer à résoudre cette petite problématique en reprenant maintenant donc le contexte précis de l'étude de la surface de ce rectangle auquel je vais choisir des paramètres précis. Cette fois-ci, on va résoudre un problème précis. Je te propose de prendre un rectangle dont la largeur est de 3 cm et dont la hauteur est de 2 cm. Voilà, donc imagine que tu as ça, tu as un problème bien concret ici. Ces valeurs vont forcément correspondre à une certaine surface. La surface, elle sera 3 fois 2, bien entendu. Comme c'est indiqué ici, ce sera 6 cm², parce que je vais bien ici résoudre un problème concret. Il est donc important de s'attarder aux dimensions. Donc je ne vais pas rester simplement dans une bulle mathématique ici. J'ai vraiment un problème concret ici. Voilà, je peux considérer ça comme un petit problème d'ingénierie, très très simple. Comment augmenter de la manière la plus efficace la surface de ce rectangle. Donc voilà, soyons concrets, ce sont des centimètres, 3 cm, 2 cm, et ça me donne donc bien 6 cm². Très bien, et maintenant je peux enfin aborder ici ma problématique. Avec quelle direction je vais tirer ici pour augmenter de façon optimale la surface de ce petit rectangle. Alors voilà, on en a déjà parlé, on sait bien que de façon optimale, je vais tirer tout simplement dans la direction du gradient. Quand un L est parallèle au gradient, θ vaut 0, le cosinus vaut 1,
et j'ai la valeur maximale ici de la pente, je ne pourrais pas trouver plus grand. Et j'ai donc besoin du gradient. Alors le gradient ici, ça va être très facile à calculer, la fonction que je te propose ici, elle ne pose pas de problème, je peux la dériver très facilement par rapport à x, partiellement, ça veut dire que y est un simple paramètre. Tu peux prendre une valeur, par exemple, si tu as du mal avec ça, tu dis que y vaut 2. X fois 2 dérivé, ça donne forcément 2. Alors c'est pas 2, c'est y, donc le résultat c'est y, bien sûr. Ok, même chose pour la dérivée partielle par rapport à y, ce sera forcément x. Si je dérive par rapport à y alors que x est un simple paramètre, comme une constante, 2, 3, 5, moins 1, voilà, je vais retrouver tout simplement x. Ok, alors à partir d'ici, tu vois qu'il y a un petit chassé-croisé à faire, dans la mesure où la composante en x du gradient sera donnée par y. Pas de chance, et puis la composante en y du gradient, ce sera donné par x. Voilà, à part ce petit chassé-croisé, tu reconnaîtras que la fonction que je te propose, elle n'est pas bien compliquée, donc tu devrais pouvoir me suivre. Donc voilà, j'ai le gradient, je peux remplacer ceci par y, ceci par x. J'ai donc en tout point le gradient, et en particulier au point 3, 2, ce que je te propose maintenant. Le gradient de f au point 3, 2 vaudra quoi? Pour la composante en x, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai y vaut 2, effectivement. Pour la composante en y que je retrouve ici, je vois x vaut 2. C'est bien correct. Ok, j'ai donc le gradient, je peux donc le représenter, c'est le vecteur de composante en x 2 et de composante en y 3. Mais 3 quoi? Il faut bien sûr mettre les dimensions du problème. Ceci est important, il faut bien comprendre que le gradient est une grandeur qui aura des dimensions. Quelle dimension a le gradient? Il suffit de regarder les dimensions de ses composantes, bien sûr. Les 1 ici sont adimensionnels. La composante du gradient ici en x, c'est df sur dx. F, dans notre contexte ici, c'est une surface, ce sont des centimètres carrés, comme c'est indiqué ici. X, ce sont des centimètres, c'est une position le long d'un axe, ce sera donc une longueur, et pour la longueur, j'ai choisi l'unité du centimètre. Donc je suis cohérent, j'ai des centimètres carrés ici, et j'ai des centimètres là. Ça veut dire que j'ai des centimètres carrés sur des centimètres, ce qui me fait des centimètres. Et ici, je vois que j'ai y. Ça tombe bien, parce que y aussi est donné en centimètres. Donc voilà, tu vois qu'ici, la dimension du gradient, c'est bien une dimension de longueur. C'est bien le centimètre qui est l'unité que j'ai choisie ici pour les longueurs. Voilà, donc, je dois compléter ceci, je dois mettre des centimètres. Je dois bien dire, et c'est pourquoi je l'ai représenté ici avec une composante assez grande. Les 2 cm que j'ai là, c'est les 2 cm que j'ai là. Et les 3 que j'ai là, je les retrouve ici. Avec ce fameux petit jeu de chassé-croisé, la composante en x, c'est y, la composante en y, c'est x. Voilà. Et donc, voilà, j'ai résolu le problème. Tu es d'accord? J'ai le gradient, je sais que c'est le long de ce vecteur que je dois tirer. Et donc, je calculerai tout à l'heure l'angle avec lequel je dois tirer. Comme ça, j'aurai répondu à la problématique. Mais avant de faire ça, je voudrais d'abord considérer le problème ici en toute généralité. Je vais choisir un θ quelconque de manière à te familiariser avec cette notion de dérivée directionnelle. Pour ça, je vais donc, j'insiste d'abord sur les centimètres ici, je les ai mis là, mais je peux aussi bien sûr les mettre ici, mettre 2, 3 ici, sans mettre d'unité. C'était en fait une erreur de ma part, on ne peut pas faire ça. Si je mets les quantités ici, il faut forcément dire en quelle unité j'exprime les choses. Donc voilà. Mais voilà, comme je disais, je vais d'abord prendre une direction tout à fait quelconque avec un θ ici qui est non nul. Tout ça pour se familiariser avec la situation générale ici, qui va me permettre de mieux appréhender cette notion de dérivée directionnelle. Je m'éloigne donc avec un petit déplacement dl dans ce sens-là. Ok, dans la direction 1L. Ceci va correspondre bien sûr à une certaine variation de ma fonction. Ok, cette variation va correspondre à une certaine pente. La pente qui n'est rien d'autre que la dérivée directionnelle qu'on a là, df sur dl. Ok, alors ça je peux la calculer, je peux prendre le point de vue de l'interprétation géométrique ici, je peux bien projeter le gradient en projection cosinus de θ ici, c'est-à-dire que je sais que la pente que je suis en train de franchir ici est donnée par la projection du vecteur gradient sur la direction du déplacement. Voilà. C'est représenté symboliquement ici par ce petit segment rouge, exactement comme ce que j'ai représenté ici. Voilà, ça c'est la pente que je suis en train de franchir. Alors ça ne répond pas de manière très efficace, bien sûr, ça donne juste une interprétation graphique. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de calculer cette pente, véritablement.
Alors pour calculer cette pente, ben, je vais plutôt me pencher ici sur l'outil mathématique qui m'apparaît ici, qui est le produit scalaire d'un vecteur que je connais avec un autre vecteur que je connais, puisque si j'impose ici la direction, ben, ça veut dire que je connais ce vecteur. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais calculer la pente que je franchis ici, tout simplement grâce à cet outil mathématique-là. Le gradient, ben, le voilà, au point 3,2, c'est bien celui-là qui m'intéresse. Et le 1L, ben, il me suffit de connaître l'angle avec lequel ici 1L apparaît, et on voit que l'angle par rapport à l'axe X, c'est alpha. Et donc 1L, c'est bien cosinus alpha 1X plus sinus alpha 1Y. Voilà, et ça, ben, ça me permet d'appliquer ce produit qui va me donner donc le produit scalaire, c'est-à-dire la somme des produits des composantes homologues. 2 fois cosinus alpha plus 3 fois sinus alpha, je peux l'écrire tout de suite. Voilà la pente. Alors tu vas me dire, c'est pas encore calculé, ça, ben voilà, il me suffit de connaître alpha. Pour alpha, j'ai choisi moins 5 degrés. Tu vois effectivement que alpha est négatif. Tu vois que la projection en Y ici, elle apparaît donc ici. Tu vois bien que si je me déplace selon le vecteur dl ici, Y diminue. Donc c'est bien un angle négatif que j'ai. Il est petit, mais il est négatif. Et donc voilà, tu prends ta calculette, tu calcules 3 fois le sinus de moins 5. Alors ne te fatigue pas avec le moins 5, tu mettras moins 3 fois le sinus de 5 degrés. Tu obtiendras donc une valeur relativement petite, puisque alpha est petit. Voilà, tu vas donc retirer à ceci une valeur relativement petite. Et là, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir cosinus de 5 degrés, c'est relativement proche de 1 fois 2. Donc on peut s'attendre ici à un résultat légèrement inférieur à 2. Tu fais le calcul et tu vas trouver 1,73 cm. 1,73 cm, on dirait que c'est une longueur, mais ce n'est pas du tout une longueur. C'est une pente. Une pente d'une fonction qui représente une surface des centimètres carrés divisée par, ici, des centimètres, puisque c'est un déplacement qui est donc bien une longueur. Voilà, c'est la pente, il faudra t'habituer à ça. Le gradient renferme des pentes au travers de cette notion de dérivée directionnelle, et ces pentes, elles auront toujours les unités de la fonction divisées par des unités de longueur. Si par exemple tu représentais ici non pas la surface d'un rectangle, mais si tu étudies par exemple la répartition de température dans le plan XY, eh bien F serait une température, elle serait par exemple exprimée en degrés Celsius ou en Kelvin, pourquoi pas? Eh bien à ce moment-là, les unités ici seraient des Kelvin par mètre ou des degrés Celsius par mètre. Il faudra vraiment t'habituer à ça, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir à l'esprit, les unités de la fonction f seront divisées par des mètres pour avoir les unités du gradient. Voilà, donc 1,73, alors c'est une pente, effectivement, c'est une pente, donc soyons concrets ici. Si je franchis cette pente de 1,73 cm, ça veut dire que si je me déplace ici d'un petit millimètre, 0,1 cm, eh bien je vais monter de combien? La surface va augmenter de combien? Ce qui revient à monter ici sur le graphe de la surface, bien sûr. La surface va augmenter de combien? Eh bien de 1,73 multiplié par le dl. Je vais mettre le dl de l'autre côté. Et le dl vaut 0,1. Ça revient à diviser 1,73 par 10. Ça fait 0,173 quoi? Centimètres carrés, bien sûr, il s'agit d'une variation de surface. Voilà, et donc on constate que la surface ne varie pas beaucoup. Cette pente ici n'est pas très impressionnante, comme on le voit ici, on l'aperçoit d'ailleurs à peine. Voilà, donc ça te montre ceci que avec le gradient, avec cet outil mathématique-là, tu es capable de calculer la pente d'une fonction de plusieurs variables. Ici, en l'occurrence 2, on généralisera à plus de variables un peu plus tard. Voilà. Donc, cette dérivée directionnelle, elle est précieuse, elle permet donc de caractériser les variations d'une fonction. Voilà, on va maintenant repasser à l'interprétation géométrique, c'est-à-dire ici l'interprétation en termes de projection du gradient sur la direction du déplacement, parce que maintenant je vais faire varier θ. Et θ fait varier ici la pente au travers du cosinus de θ. Cosinus de θ, dont je rappelle ici le graphe, la fonction cosinus x, c'est bien une fonction comme ceci. Voilà, ce qui est important ici pour des angles plus petits que pi, enfin compris entre moins pi et pi, c'est une fonction qui va décroître d'un côté, qui décroît de l'autre et qui trouve son maximum ici en l'origine. Voilà, tout ça pour dire que si je décroît θ, eh bien la projection ici va tout simplement augmenter le long de 1L si θ est plus petit.
la projection cosinus va augmenter. C'est ce qu'on voit ici. Effectivement, la projection maintenant, elle est beaucoup plus grande parce que θ a diminué significativement. Voilà, ça veut dire que la pente que je rencontre ici maintenant, elle est plus grande de manière évidente. Voilà, je peux continuer comme ça, je peux aller jusqu'à θ égale à 0, bien sûr, je me retrouve là au maximum à ce moment-là. Et à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que la projection, on ne la voit plus. Hein, si je projette gradient f sur le vecteur qui a la même direction, la projection, ce sera le module du gradient lui-même. À ce moment-là, θ vaut 0. Si θ vaut 0, cosinus vaut 1. Et je trouve bien le gradient. C'est la pente maximale que je vais trouver sur ce graphe en ce point ici, 3, 2. Voilà, je peux bien sûr continuer à faire varier θ, je peux passer aux valeurs négatives ici. Hein, je vais avoir à ce moment-là une projection qui redevient plus petite, bien entendu. Ok, voilà, donc cette fois-ci, j'aurai un θ de nouveau non nul, hein, je le remets ici, qui va correspondre à une pente plus petite. Bref, c'est donc bien cette pente-là qui est la pente la plus forte, je la mets en évidence ici, et pour cette pente-là, je reviens à θ égale à 0, c'est-à-dire au cosinus qui vaut 1, et je vois donc que j'ai à ce moment-là la pente maximale, la valeur de la dérivée directionnelle maximale, c'est la situation que j'ai ici, un L est parallèle au gradient, un L est parallèle au gradient. Voilà, alors je peux bien sûr le calculer, soyons concrets, hein, c'est le but de cette séquence, c'est d'être concret. Le gradient, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut forcément le module. Hein, le module du gradient, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut le module de ce vecteur. Le module d'un vecteur, on l'a par Pythagore. Hein, rappelle-toi, le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Voilà, c'est bien ce que j'ai ici. Hein, j'ai bien... Qu'est-ce que j'avais ici? J'avais une composante en x qui valait 2, une composante en y qui valait 3. J'ai donc bien 2 au carré plus 3 au carré pris en racine. 4 plus 9, ça me fait 13. Racine de 13, ça fait 3,6 à peu près. 3,6 quoi? Centimètres. Il faut s'habituer. Le gradient a des dimensions. Ce sont des longueurs. Voilà. Voilà, donc c'est très concret. Je monte ici une pente qui est plus que 2 fois plus grande que la pente de 1,73 que j'avais tout à l'heure. C'est pas étonnant, hein, c'est la plus grande pente, elle est donc bien plus grande, effectivement. Je ne pourrais pas trouver plus grande pente que ça. Voilà. Donc ça, c'est le module du vecteur, mais pour caractériser un vecteur complètement, il me faut l'angle. Et là, on va enfin résoudre la problématique, parce que quand je dis l'angle, c'est tout simplement quelle est l'orientation du vecteur de module 3,6 ici, c'est-à-dire l'orientation du gradient. Voilà, je reviens pour ça à l'expression générale ici parce que j'aurai besoin tout à l'heure de généraliser. On sait que ça représente y, donc ça ce sera y, ça c'est x, ça ce sera x. Voilà, je vais maintenant donc m'intéresser à l'angle, à que fait le gradient avec l'axe x. Et ça me permettra enfin de résoudre la problématique que je te proposais dans la première séquence. L'angle gamma, gamma pour gradient, voilà, on associe si possible les notations entre elles. Voilà, gamma, donc, que vaut gamma? Quand on connaît un vecteur, est-ce que tu es capable de calculer l'angle qu'il fait par rapport à l'axe x? Tu connais sans doute la réponse, peut-être pas, c'est pas grave si tu la connais pas, je vais te répondre. Je mets tout simplement en évidence les composantes ici. Composante en x, elle vaut 2, composante en y, elle vaut 3. Et je découvre ici que la tangente de gamma multipliée par 2 vaut 3. J'espère que tu le vois, ça. Essaye d'imaginer un cercle trigonométrique ici de rayon 2. C'est un peu abusif de dire ça, mais voilà. Tu vois bien que 2 fois la tangente de cet angle, c'est bien 3. Voilà, on sait donc que gamma, ou que la tangente de gamma, ce sera 3 demi. Et donc gamma, c'est l'arc dont la tangente vaut 3 demi. C'est parfait, on a résolu notre problème. Je te laisse calculer ça avec ta calculette. On a résolu notre problème. Ce petit rectangle va voir sa surface augmenter de manière optimale si je tire dans la direction gamma de cet angle, donc de cet angle par rapport à l'axe x. J'ai résolu la problématique et je peux comme ça le faire pour n'importe quel rectangle puisque tout ça est théorique. Je peux très bien dire ici que 3,2 est juste un cas particulier.
3 c'était la valeur de x, y valait 2, eh bien je peux revenir à x, y de manière tout à fait théorique ici, de manière analytique. Le 2 c'était pour y, le 3 c'était pour x, je peux les changer comme ceci. Le 2 c'était pour y, le 3 c'était pour x. Même chose ici, y, x, et ici x, y. Voilà. Ça veut dire qu'en tout point, tu seras capable de calculer le gradient. Voilà ce rectangle-ci, tu veux savoir comment l'optimiser au mieux du niveau de sa surface, eh bien tu vas tirer dans le sens du gradient ici, qu'on a calculé, le voilà. Voilà son module, et voilà l'angle qu'il fait par rapport à l'axe x. Et voilà, tu peux faire ça pour tout rectangle, pour toute valeur de x, y. Voilà, tu vois, je répète l'opération comme ceci pour te montrer une chose essentielle, qui est que le gradient, c'est pas juste un petit vecteur comme ça dans l'espace, c'est un véritable champ vectoriel. Je peux définir le vecteur gradient en tout point du domaine de définition ici de la fonction. La fonction xy, voilà, je peux en tout point ici, xy, calculer le gradient. C'est ce que je vais représenter de manière plus efficace ici, en représentant le gradient à plus petite échelle. Ça me permet de le mettre en un grand nombre de points ici, pour bien visualiser la notion de champ. Retiens bien ça. Le gradient d'une fonction scalaire est tout simplement un champ vectoriel qui va nous donner des informations sur la façon dont la fonction varie. On va étudier ça brièvement ici. Voilà, je vais prendre un point de ce champ vectoriel. Ce point dans notre problème représente un rectangle dont la surface est donnée par xy. Alors voilà, x vaut 1 ici, y vaut 2,5. Voilà le point que représente, voilà le rectangle que représente ce point. Et que représente le gradient. Donc la fonction, elle, va nous donner sa surface. Ce sera 2,5 fois 1, ce sera 2 cm et demi. 2,5 cm². Voilà. OK. Et que représente le gradient? Le gradient nous indique que c'est dans cette direction-là, dans la direction du gradient, que je dois bouger ici la petite poignée qui est ici de ce rectangle pour en augmenter la surface de façon optimale. Alors on constate qu'il faut tirer un angle qui est plus petit que 45 degrés. Ça veut dire qu'il faut tirer plus vers l'axe x que vers l'axe y. Ça veut dire qu'il faut privilégier l'augmentation des x par rapport à y. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans l'autre sens qu'il faut tirer? Pourquoi est-ce que ce n'est pas plutôt proche de la verticale qu'il faudrait tirer? Tu dois réaliser, on va facilement le voir en fait. Si je mets ici un rectangle qui résulterait d'un petit allongement dans cette direction-là, voilà, je le fais ici, tu constates que ce côté-ci étant très haut, très long, si je tire, si je privilégie l'augmentation de x, eh bien je vais ici créer une surface qui sera bien grande parce qu'elle est de très grande hauteur. Je vais multiplier ici par la longueur de laquelle j'ai augmenté x, je vais multiplier ce dx, si on veut, par 2,5, alors qu'ici le dy il n'est multiplié que par 1 pour avoir l'accroissement de surface. Et donc on voit qu'effectivement, pour profiter de cette grande longueur ici du côté vertical, eh bien j'ai intérêt à tirer un petit peu plus proche de l'horizontale. Et donc voilà, ça a tout à fait son sens. On comprend bien que le résultat qu'on a ici représente bien la réalité. C'est tout outil mathématique du gradient ici. On voit bien qu'il va permettre de caractériser des choses. Alors ici, on a un problème simple, on peut appréhender les choses facilement, on peut comprendre pourquoi il faut tirer ici plutôt vers l'horizontale que la verticale. Voilà, ça nous permet de voir qu'il y a de la cohérence, mais l'avantage de cet outil, c'est qu'il est mathématique, il est tout à fait fiable bien sûr, il va te permettre de résoudre des problèmes pour lesquels on n'aurait pas du tout cette intuition. Ici, on comprend effectivement qu'il faut tirer, qu'il faut privilégier les x quand y sont grands, quand les y sont grands. Mais voilà, cet outil mathématique va être utilisé dans des systèmes, dans des problèmes très compliqués pour lesquels l'intuition ne fonctionnera plus. Et on pourra s'y fier, bien sûr, tout comme on peut s'y fier ici. Voilà, on peut comme ça multiplier les exemples. Je vais prendre ce point-ci, il est sur la diagonale, ce point. Il représente donc un carré, x vaut y. Et que ce qu'on constate? On constate ici que le gradient, il est tout juste à 45 degrés. C'est normal. Si x est égal à y, il n'y a aucune raison de privilégier un côté plutôt que l'autre. Je vais tirer à 45 degrés. Les deux vont augmenter de la même manière. C'est la meilleure manière d'augmenter la surface de ce carré.
Voilà, je peux prendre un dernier exemple ici, avec un rectangle très mince en hauteur ici. On voit qu'il faut tirer quasiment verticalement. Ben voilà, c'est la même raison pour laquelle il fallait tirer ici presque horizontalement. Ici, c'est encore plus marqué parce qu'il n'y a presque rien comme hauteur ici en Y. Effectivement, j'ai aucun avantage à tirer ici proche de la direction de X, puisque j'augmenterai la surface de tout petit peu. Sa hauteur est ridiculement petite. Tandis qu'ici, on voit bien que j'ai avantage à profiter de toute cette largeur pour augmenter de façon optimale donc la surface de ce rectangle. Bref, tout ça est bien cohérent. On peut bien se fier à cet outil mathématique. On voit qu'on a un véritable outil ici d'investigation des variations de fonctions de plusieurs variables. Voilà, c'est ici que se termine cet exposé, à peu près. Je vais quand même repasser ici sur les choses importantes. Tu vois que j'ai mis un cadre ici parce que ceci, c'est vraiment la chose à retenir à la suite des 2 vidéos que tu as vues sur le gradient. Ceci, je vais en répéter l'interprétation physique. Bien souvent, tu verras que df, c'est juste gradient f, produit scalaire dl. Tu te demanderas peut-être d'où ça vient, mais rappelle-toi que le produit scalaire de 2 vecteurs, c'est quelque chose de simple. C'est donné par la somme des produits des composantes homologues. C'est ceci. Et ça, c'est vraiment pas difficile à comprendre. Je vais en refaire le graphe ici. Quand on a une fonction de 2 variables, quand on va changer les valeurs de x et de y, la fonction va varier. Elle va varier de df pour des variations dx, dy données, qui sont cachées ici dans le dl, bien sûr. Voilà, donc, pour obtenir la variation de la fonction, donc le df, la différentielle totale de la fonction, on procède en 2 étapes pour pouvoir la calculer précisément. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire le déplacement en x pour calculer ici cette augmentation dfx, la différentielle partielle, tout simplement comme étant la pente en x fois dx. Comme toujours, la tangente de l'angle fois ici le déplacement me donnera l'accroissement. C'est une évidence, on fait la même chose en y et on comprend donc tout à fait cette formule. Ok, donc voilà. Ce produit scalaire, je sais bien qu'il est difficile à interpréter, il peut apparaître impressionnant, mais ça doit te parler parce que ça, c'est ça. Et ça, c'est une évidence. Si tu te mets ça comme image mentale pour expliquer l'expression de la différentielle d'une fonction de plusieurs variables, tu n'auras aucune difficulté à utiliser le vecteur gradient à bon escient pour résoudre des problèmes. Voilà, c'est donc ici que se termine cet exposé. Je vais te proposer la fois prochaine une petite analyse, ce sera une petite séquence consacrée aux liens qui existent entre le gradient et la notion de courbe de niveau. Courbe de niveau, que tu connais, on les voit sur les cartes géographiques détaillées. Quand on veut appréhender le relief, on dessine comme ceci des lignes de niveau qui sont les lignes de même altitude. Et ça nous permet d'appréhender le relief. Effectivement, quand on se balade, on aime bien éviter les trop grandes montées. On va plutôt se balader le long de lignes de niveau. Si on fait du ski, ce sera le contraire. On aime bien dévaler les lignes de niveau vers le bas. Et on va plutôt les croiser à ce moment-là. Bref, si on veut une pente, on traversera les lignes de niveau. Si on ne veut pas de pente, on restera parallèle aux lignes de niveau. Tu comprends tout à fait, je parle de pente, de ligne de niveau. C'est évident qu'il y a un lien entre les 2 concepts, entre le concept de gradient et de courbe de niveau. Voilà, donc voilà, je te donne rendez-vous pour cette petite séquence. Bien sûr, je te dis donc à bientôt et surtout te remercie pour ton attention.